Bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous emmène dans un monde de plus de 300 000 sites marchands, celui d'une plateforme e-commerce, j'ai nommé PrestaShop. Acteur bien connu de la French Tech, PrestaShop est leader sur le marché des solutions e-commerce pour développer un site marchand. Nous le verrons, l'entreprise a développé tout un écosystème autour de ses fonctionnalités natives. Pour en parler, qui de mieux que son CEO, Alexandre Eruimi, trentenaire reconnu par ses pairs, listé dans le classement Choiseul 2021 comme leader économique de demain. Avec lui, nous allons revenir sur cette célèbre solution front. Mais avant cela, nous profiterons de l'occasion d'avoir Alexandre avec nous pour prendre un peu de hauteur. Nous maintenons plus que jamais l'ordre du jour habituel. Nous vivons une époque des plus singulières. Beaucoup de paradigmes changent, les attentes des consommateurs se modifient. Bref, qu'en est-il du marché ? Quelles sont les tendances et les besoins nouveaux ? C'est par ces questions que nous ouvrons notre conversation. Ensuite, nous faisons un focus sur Presta. Carrefour vient d'annoncer le lancement d'un site dédié au jardin avec la solution PrestaShop. En 2021, quelle est la proposition de valeur de l'éditeur ? Comment l'entreprise accompagne-t-elle ses clients dans les changements ? Et ils sont nombreux. Par exemple, la DSP2 ou la nouvelle réglementation autour de la TVA sont des enjeux pas toujours faciles à appréhender pour un e-commerçant. Enfin, nous terminerons notre échange par un exercice de projection. En effet, je demande à notre invité d'imaginer le visage du e-commerce dans les prochaines années. Mais avant de commencer, Alexandre, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Merci Cyril. Je suis Alexandre Eruimi, directeur général de PrestaShop. Et j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai une petite fille qui va bientôt fêter ses 2 ans. Et pour notre sujet plus commerce et lié à mon parcours professionnel, j'ai fait une école de commerce. J'ai souhaité financer mes études à travers un apprentissage. Donc, je me suis posé la question de quoi faire. Et pour garder un champ des possibles le plus ouvert possible, j'ai décidé d'aller en conseil en stratégie chez Roland Berger. Et là, j'ai été piqué du virus du commerce. Là, on est en quelle année ? Juste pour positionner à peu près globalement ? On est en 2008. 2008, j'intègre les équipes de Berger et petit à petit, je me spécialise en retail et consumer goods, donc sur des sujets vraiment commerce, produits de grande conso. Et j'ai eu la chance de travailler sur des projets de stratégie, de développement, de croissance externe, d'amélioration de la performance, pour les grandes surfaces de bricolage, pour la mode, pour les couches. Donc j'étais comme ça à travers l'Europe, missionné par des ETI, par des grands groupes, par des PME parfois aussi, sur leurs problématiques stratégiques. Et c'est vraiment ça qui m'a convaincu que le commerce était fait pour moi, ou que j'étais fait pour le commerce. J'adore la partie à la fois analytique et très humaine. C'est quelque chose qui est super clé pour moi, et ce qui manquait dans les projets à l'époque, ou qu'on commençait à entrevoir, c'est le début d'une stratégie digitale, ou plutôt d'une digitalisation du commerce, qui était encore assez peu mature en fait à l'époque. Donc là, on est au début des années 2010, et j'ai eu envie d'aller découvrir ça de plus près en entrant dans les équipes retail et e-commerce de Google. Alors attends, quand tu sors, enfin tu fais quoi ? 3 ans, 2 ans, 3 ans chez Berger ? Tu fais combien de temps ? 7 ans. 7 ans, Ouais. 7 ans. 7 ans, tu ressors avec en fait finalement une expérience riche
de différents secteurs, retail, Retail, consumer goods, un peu de consumer tourisme, goods. d'énergie aussi, au Tu passage. retiens quoi de ces 7 ans d'expérience? C'est la variété des secteurs que tu as eu l'occasion de voir, c'est la méthodologie de travail, c'est avoir développé ton analytique, c'est quoi? Tu repars après 7 ans avec quoi comme bagage? C'est pour moi la conviction que j'ai envie de garder un fil rouge autour du commerce et de travailler pour des acteurs du commerce. C'est aussi l'amour du client. Parce que quand on est consultant, on aime ses clients, on a envie d'être à leur côté pour les développer, et puis aussi dans les coups durs, hein, quand on parle d'amélioration de la performance, de restructuring, ça fait aussi partie du métier. Et puis évidemment, oui, c'est toute la construction analytique, la formation, la rigueur qui en découle. Et finalement, j'ai retrouvé une partie de ça en allant chez Google, dans les équipes commerce. Attends, justement, le passage du monde du conseil vers le digital, Google, Ouais. il est évident, il est naturel. C'est quoi ce qui te fait changer? C'est quoi qui motive ta prise de décision pour rejoindre les équipes de Google? C'est que les problématiques des clients, elles ont complètement basculé sur le digital. Et pour moi, il était important de pouvoir comprendre ça depuis l'un des grands acteurs qui accompagne ces clients retailers. Et donc, c'est cette bascule-là que j'ai souhaité faire. 2015 à peu près? 2015, exactement. Tu rejoins Donc, Google. tout à fait. Ta mission, c'est quoi? Ma mission, c'était d'être bras droit du directeur retail et retail e-commerce, François Le Viton, tu connais peut-être. Qui est passé sur le podcast. Voilà. Donc, que je salue d'ailleurs. Salut François. Et on travaillait avec les équipes sur justement des problématiques omnicanal pour des retailers qui étaient dans une logique click and mortar. Des problématiques aussi liées aux pure players et comme ça accompagner en fait les grands acteurs du commerce en France ou internationaux qui souhaitaient adresser les clients français. Tu restes combien de temps chez Google? Chez Google, je reste 1 an et demi. 1 an et demi. Tu retiens quoi? Je retiens l'entrée dans un écosystème digital très large en fait. Quand on travaille chez Google, on a la chance d'être chez un des acteurs de premier plan de la tech et qui est d'une certaine manière autosuffisant en termes de problématiques traitées. Mais moi, mon métier, c'était justement d'aller voir un peu ailleurs, ce qui se faisait ailleurs. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais rencontré David de Tiny Clues à l'époque, pour faire le lien avec David Bessis, qui est passé il y a 2 ou 3 numéros sur le podcast. Exactement. Et donc, moi, j'étais un peu le trublion qui essayait de trouver des synergies avec d'autres acteurs pour pouvoir justement travailler l'écosystème aussi autour de Google et apporter de la valeur aux clients. Et donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est aussi la chance de travailler chez un des acteurs innovants aussi en termes de management, en termes de vie au travail. Et là encore, c'est quelque chose d'important que je garde aujourd'hui chez PrestaShop, que j'ai rejoint fin 2016 en tant que directeur des partenariats. Alors pourquoi le changement finalement, peu de temps à l'échelle d'une carrière, 1 an et demi, c'est peu. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait pour rejoindre PrestaShop? C'est l'opportunité de rejoindre un acteur international. Quand on travaille chez Google, en France, on adresse des clients français. Là, chez PrestaShop, j'avais l'opportunité le matin de discuter avec des gens basés en Asie, en Iran notamment. Il y a une grande communauté de marchands et d'agences là-bas. Au déjeuner, être avec une agence ou un partenaire techno français comme Payplug par exemple, et puis finir la journée avec les équipes californiennes de Google, Facebook ou PayPal. Et ça, c'est une des grandes forces en fait de PrestaShop. On est un des acteurs internationaux et d'origine française. Donc l'international, le fait de pouvoir aller encore plus loin dans la découverte de l'écosystème. Je gérais les partenariats justement avec l'écosystème digital en France, mais aussi dans tous les pays du monde et avec des gros acteurs américains. Et d'ailleurs, le fait d'avoir été chez Google m'a aidé,
et m'aide toujours à mieux comprendre ces grandes organisations de plusieurs dizaines de milliers de personnes, là où chez PrestaShop, on parle en centaines de personnes. Et c'est important aussi de pouvoir passer cette compréhension aux équipes. Et puis le dernier point, c'était de continuer ce travail de transformation digitale auprès d'un nombre plus grand en fait, de marchands. Et non pas seulement adresser les plus gros marchands, mais aussi et surtout pouvoir engager avec les petits, les moyens qui vont être le fer de lance de la reprise française. Donc pour moi, c'était important aussi de pouvoir avoir cet impact-là auprès des PME françaises. Il y a aussi, je et comprends, européennes. Il y a une dimension aussi nouvelle en rejoignant PrestaShop. Tu rejoins une PME française, oui. Tu quittes un groupe américain, international, Oui. où la culture d'entreprise est très forte. Je ne veux pas dire que ce n'est pas le cas chez PrestaShop, mais c'est forcément différent de celle d'un Américain de naissance. Ça a contribué aussi à t'attirer, ça, finalement, repartir dans une dimension un peu différente en termes de taille d'entreprise? Oui, complètement. Oui, une taille beaucoup plus humaine où finalement chaque personne a un impact fort. Et c'est ce que je m'amuse à dire à justement nos partenaires, nos grands partenaires big tech américains ou autres, c'est que 1 minute ou 1 euro dans des organisations comme PrestaShop, ça n'a pas le même impact que 1 minute ou 1 euro dans des organisations comme les GAFA. Et effectivement, pour moi, c'était important de retrouver cette excitation et cet impact fort qu'on peut avoir dans des organisations à taille humaine et avec un effet d'échelle fort aussi chez PrestaShop, puisqu'on porte un écosystème de 300 000 marchands. Donc l'alliance des deux était très intéressante pour moi. Bon, écoute, merci Alexandre pour cette introduction sur ton parcours professionnel. Ça donne un éclairage intéressant pour la suite de nos propos. On va revenir un peu plus tard sur la proposition de valeur de PrestaShop. Avant ça, je voudrais que, comme je le disais en introduction, on se concentre davantage, on prenne un peu de hauteur sur le marché, sur le consommateur, l'écosystème retail e-commerce en France. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu beaucoup de changements. En 2020, du fait de la crise sanitaire, ces changements, pour être plus précis, sont plutôt des accélérations de changements qui étaient en cours. Aujourd'hui, on est le 13 avril 2021 quand on enregistre cette interview. Comment, à cette date-là, comment tu perçois le marché, comment tu perçois les consommateurs, les tendances, les besoins tu es bien placé finalement pour avoir un avis sur la question. Effectivement, on est un des observateurs du marché avec 60 000 e-commerce en français qui utilisent la solution. En fait, on a vu deux grands mouvements et tout ça sous l'accélération de la digitalisation des entreprises et des usages. Sur les usages, d'abord, sur les clients, en fait, les consommateurs se sont mis à consommer de nouvelles catégories ou plus de nouvelles catégories. On pense au boom du e-commerce dans l'alimentaire, les produits d'hygiène aussi, qui étaient jusqu'à présent, entre guillemets, sous-pénétrés par le e-commerce. On a vu aussi des usages nouveaux de part des populations ou des segments nouveaux en France comme à l'international. Aux États-Unis, 40% des nouveaux acheteurs en ligne avaient plus de 55 ans. C'était la même chose en France et dans les différents pays d'Europe. Donc des nouvelles catégories, des nouveaux consommateurs, et puis des nouvelles manières de consommer, qui étaient déjà engagées avant, mais on a vu le boom de l'abonnement, de l'économie circulaire en ligne, aussi qui s'est accéléré dans un contexte de crise. Pour l'abonnement, ça a servi aussi à fluidifier certaines chaînes logistiques, puisqu'on a vu Carrefour, par exemple, qui avait lancé les essentiels, où on pouvait s'abonner à un panier prépackagé de courses. Donc c'était assez innovant, là encore, dans l'alimentaire, et avec cette logique d'abonnement qui se renforce au niveau des usages. Et en fait, ça, comme d'habitude, finalement, le consommateur a changé ou a accéléré ses usages. Et donc, en face, les commerçants, les marchands aussi ont fait évoluer leur site et leur manière d'approcher leurs clients. C'est vrai, et ça fait écho à différentes discussions que j'ai pu avoir, ce que tu dis. Et je me retiens aussi celle de Julien Bouet, de Brico Privé. Ouais. Qui a un modèle qui est un peu différent de la vente traditionnelle, dans le sens où c'est les ventes privées pour le matériel de bricolage.
Et il expliquait à quel point il avait explosé les ventes en 2020 grâce ou à cause, enfin grâce pour lui au confinement. Les gens étaient chez eux et ont beaucoup plus bricolé. Et, se sont aussi trouvés dans un timing différent en fait du daily habituel, dans le sens où attendre 2 jours ou 3 jours pour être livré avait pas un impact enfin c'était pas grave, tu vois. Euh, tu parles de l'économie circulaire, ça me fait penser aussi, je lisais une étude hier, enfin un article au sujet d'une étude sur le besoin des consommateurs de consommer un peu autrement, plus responsable. Tu parlais de l'économie circulaire, ça rentre dans cette dimension-là. Ça, tu arrives à voir un peu comment les choses changent. Comment tu perçois sur le côté plus, on va dire, RSE de la consommation? On va parler là de e-commerce. Ouais. Comment on revend en fait des choses qui ont déjà été vendues en première main. Et effectivement, on a de la part de nos marchands des questions sur des solutions pour pouvoir en fait traquer l'origine des produits qui peuvent être revendus. Il y a aussi évidemment des logiques aussi de logistique, puisque là on entre dans des sujets qui sont parfois C2C. Et puis il va falloir aussi faire transiter éventuellement le produit dans un centre de stockage, de contrôle aussi. Donc toutes ces questions aujourd'hui, elles commencent à être abordées par finalement des use cases ou des manières de faire qui sont très particulières par chacun des commerçants. Je pense à Recycle Livre, utilisateur PrestaShop. On peut lancer Label Emmaüs aussi. Par ailleurs, il y a des acteurs qui sont spécialisés dessus, et puis il y a d'autres acteurs qui font vivre leurs produits. Je pense à Veja, à Fago. Aussi. Fago et Nicolas Rohr, qui est le prochain avec Bertrand Gacon que j'interviewe sur les sujets typiquement RSE, mission, entreprise à mission B Corp. Ouais. Hein, comment finalement les PME, puisque Fago est une PME, se trouvent relativement en avance de phase par rapport à des plus gros groupes. C'est Impact va venir justement porter la parole sur l'organisation RSE dans les grosses boîtes. Il y a quelques temps, j'ai eu Brice Rocher du groupe Yves Rocher, qui est quand même une grosse corp, qui est une entreprise à mission. Les choses changent. Donc voilà, c'est juste un peu un aparté sur le point. Et là-dessus, une anecdote pour nous, c'est que donc on a un logiciel qui est traduit dans plus de 75 langues. Et comment on traduit un article 9 versus article de seconde main ou déjà utilisé, etc. Et donc, est-ce que c'est new ou est-ce que c'est autre chose dans les différentes langues? Et donc, c'était une problématique qu'on avait par rapport à cette logique de e-commerce, où là-dessus, on s'est fait même challenger par nos marchands et notre communauté sur justement comment on va traduire article 9. C'est pas un article nouveau, c'est un article de première main versus article de seconde main. Donc là, c'est juste un petit signal qui montre que ça s'accélère. Et l'autre point, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un écosystème tech aussi qui puisse accompagner les marchands avec des solutions pour pouvoir répondre à ces enjeux de tracking, de logistique, de contrôle. Et ça, c'est important. La transition est toute trouvée justement sur la proposition de valeur de Presta. Je le disais en introduction, 300 000 sites qui utilisent Presta. Tu as complété tes propos en disant qu'il y en avait 60 000 en France. Oui. Ça veut dire qu'il y a une dimension internationale qui est très forte. Complètement. Tu l'as dit. Je ne pensais pas que c'était si fort, en fait, la répartition. Voilà. C'est quoi? C'est les marchés européens, surtout qui sont, Alors, effectivement, donc on a 80% des marchands PrestaShop qui sont en Europe. Mm-hmm. On en a aussi beaucoup en Amérique latine. On est leader en Europe et on fait partie des leaders en Amérique latine. On a eu un développement qui est basé sur notre communauté open source. En fait, un des grands points En fait, très bien. On va commencer par là. Repitch-nous vite fait l'histoire de PrestaShop, parce que tout le monde connaît la marque. Oui. Tout le monde connaît peut-être moins un peu l'histoire. Donc, quelques éléments historiques. Comment c'est créé? Qui c'est PrestaShop? Alors, PrestaShop a été créé en 2007. Donc, on est une belle entreprise, une pépite de la tech qui a aujourd'hui près de 14 ans.
C'était créé en 2007 par un ingénieur informaticien français, Bruno Lévesque, qui souhaitait apporter une solution aux marchands pour leur permettre de créer leur site marchand et de pouvoir développer leur vente avec succès. Donc il y a vraiment une logique de croissance derrière et une logique multilocale dès le début ou internationale, puisque l'enjeu c'était de pouvoir le faire dans n'importe quel pays. Et est venue l'idée de développer ce logiciel sur la base d'un projet open source. L'open source, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez, en tant qu'utilisateur, être libre. Être libre de pouvoir adapter le logiciel à vos besoins, développer votre propre solution e-commerce sur la base de ce logiciel open source et être libre aussi de choisir votre hébergement, de choisir où sont vos données, de garder la propriété de ces données et de la boutique. Et enfin, c'est aussi faire un choix, finalement. Un choix de l'open source qui est d'un open source français ou européen qui permet aussi d'ancrer en fait votre boutique dans un contexte qui est directement, je dirais, construit dans le champ de valeur et dans le champ de réglementation européenne. Je pense notamment à RGPD, ça a été un des grands sujets en 2018 et on a directement adapté le logiciel au sujet. Et l'open source, qui fait partie de notre ADN, je dirais même qui est aussi porteur d'une de nos valeurs, la proximité, nous a amené à développer une communauté de gens qui vont contribuer au logiciel open source, développer une partie du code. Donc ce code, il est commun et il appartient à tous, mais aussi une communauté en fait d'1 million de personnes qui regroupe ces développeurs, les marchands, les 300 000 marchands dont on parle, et des gens qui vont les accompagner pour les développer. Donc des experts e-commerce, des agences web, des agences marketing et des partenaires techno dans le paiement, dans la logistique, de marketplace, dans le marketing, etc. Et ça, c'est la deuxième dimension de notre proposition de valeur qui est unique, c'est justement cet écosystème, cette communauté qui permet aux marchands de développer leur boutique et de faire croître leur business en ligne, mais aussi et surtout d'aller vers de nouveaux territoires et d'aller plus loin. Et cette communauté, elle n'est pas seulement française. En fait, elle est française et elle s'occupe de 60 000 marchands en France, mais aussi de 50 000 marchands en Espagne, de 25 000 marchands en Italie, etc., etc. Et donc, on a aujourd'hui la possibilité non seulement d'aider les entreprises à digitaliser leurs ventes, ou des entreprises à démarrer leur business directement en ligne. Puis il y a beaucoup de pure players qui ont démarré sur PrestaShop, hein, je pense au Slip français par exemple. Mais on va avoir aussi la possibilité en fait, de les accompagner dans les différents pays. Et au-delà du e-commerce, en fait, on parle de commerce. Et le commerce, c'est un métier, je le disais au début, qui est très humain, très local. Quand on parle de retail, on est ancré dans une zone de chalandise. Alors le e-commerce permet d'avoir une échelle nationale, mais aussi internationale. Et quand je parle de multilocal, en fait, c'est que cette communauté, elle nous a permis de localiser la proposition de valeur de PrestaShop dans chacun des pays, avec les bonnes méthodes de paiement, les bonnes méthodes logistiques. Ça veut dire concrètement que tu as des équipes dans différents pays ? Ou alors, c'est centralisé depuis la France ? Ça veut dire qu'on a une communauté dans chacun des pays qui nous aide à sélectionner les bonnes méthodes logistiques, paiement, marketing, qui va accompagner aussi le développement de ces marchands dans les pays. Donc on a ces experts, ces agences, ces freelances. Et on a aussi des équipes dans nos pays majeurs, en Italie, en Espagne, en Pologne, au Mexique, et on se développe principalement en Europe et en Amérique latine. Ouais, ça, c'est important qu'on le comprenne bien. Autre KPI. Mais on a près de 250 agences partenaires dans le monde qui vont accompagner ces marchands. On a plus de 90 ambassadeurs qui, en Indonésie, en Afrique, en Amérique latine, vont aussi, à travers des meet-up, réunir la communauté locale pour leur parler de e-commerce. Toutes ces communautés-là, elles sont animées depuis la France, ou alors il y a des animateurs locaux de ces communautés? Comment tu organises la chose? Alors, il y a une coordination centrale depuis la France, mais ensuite c'est animé localement par justement ces ambassadeurs, ces agences partenaires, et puis nos équipes quand on a des équipes en local, comme je le disais, en Italie, en Espagne, en Pologne, au Mexique.
En France ou même à l'échelle mondiale, c'est combien de salariés PrestaShop? PrestaShop, aujourd'hui, on est plus de 150, 160. On sera à plus de 200 cette année. Donc là, il y a des gros enjeux de recrutement. Pour moi, il y a un Exactement. message à passer. On continue, on recrute sur tous C'est les quoi métiers. tous les profils? Tous les profils, tech, produits, revenus, et on a et aussi au sein de la tech beaucoup de profils data notamment. Bon, je me trouve dans les locaux de PrestaShop, donc je vais appuyer le besoin d'Alexandre. C'est des super locaux qui se trouvent en plein centre de Paris. On est très bien reçus, donc vous pouvez envoyer vos candidatures à PrestaShop. Et vous pourrez travailler aussi depuis n'importe où en France Ouais, c'est vrai. par ailleurs. Remote, il y a de quoi accueillir 200 personnes, mais il y a 4 personnes actuellement quand on enregistre dans les locaux. Parenthèse fermée. Donc, tu dis une présence internationale. Des sites, des pure players comme le Slip français qui ont pu utiliser la solution développée par PrestaShop. J'ai une question à te poser sur justement des sujets un peu plus larges, l'omnicanalité. Tu vois, par exemple, le Slip français aujourd'hui, ils ont ouvert des boutiques. Tu parles de commerce et le commerce, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas à le différencier entre le digital et le physique et que les deux sont finalement les mêmes, avec des expériences un peu différentes, mais bien qu'elles se rejoignent de plus en plus. Avant qu'on aille justement là-dessus, aujourd'hui, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses ta solution e-commerce, la plateforme e-commerce, elle s'adresse à qui? D'ailleurs, tu parlais, je crois, avant l'enregistrement de Pass. Avant qu'on parle de l'omnicanalité, voilà, est-ce que tu peux nous dire finalement à qui s'adresse la solution de PrestaShop? Aujourd'hui, la plateforme PrestaShop, elle s'adresse à toutes les entreprises qui veulent développer leur vente en ligne. Ensuite, on a de plus en plus développé nos offres vis-à-vis des PME et des ETI qui sont dans une logique plus avancée ou qui vont être entrées rapidement dans une logique plus avancée sur le e-commerce. Pour ça, on a développé des offres depuis l'année dernière, notamment une offre d'audit et d'accompagnement sur des sujets de performance dans l'hébergement des sites pour leur permettre de gagner des points de conversion, d'améliorer l'expérience sur mobile. Ça va aussi avoir un impact sur le référencement. Et pour aller plus loin, on a lancé ce début d'année notre propre offre d'hébergement en format plateforme as a service qui s'appelle PrestaShop Platform pour pouvoir permettre à ces marchands qui vont avoir des pics de trafic, des trafics forts, des besoins aussi de gérer plusieurs visites, plusieurs achats en simultané, et on parle en milliers, de manière facilitée et de pouvoir de cette manière aussi déployer PrestaShop dans un environnement de qualité. Donc ça, c'est les offres aujourd'hui. On va continuer l'année prochaine. On lancera notre offre d'édition Click and Mortar justement sur des sujets d'omnicanalité. Il y a un point intéressant que tu me disais hors micro qui est finalement, nous avons chez PrestaShop un échantillon représentatif de la FEVAD, c'est-à-dire qu'on a à la fois des petits et puis des moyens et des grands acteurs. Donc vous avez une proposition de valeur qui est suffisamment flexible, souple ou ouverte pour que le petit, comme tu le disais, qui se lance, il trouve la solution. Et puis vous avez su accélérer votre proposition de valeur à destination des plus gros. Je le citais en exemple, il y a Carrefour qui a lancé un site du monde du jardin avec PrestaShop. Tu m'en citais d'autres. Donne-moi des cas de plus gros clients, enfin toi, de clients, enfin de business case quoi. En fait, on s'est rendu compte que nos marchands avaient grandi avec PrestaShop et que des marchands déjà grands hors ligne entraient en ligne grâce à PrestaShop. Donc, sur des acteurs traditionnels, on va retrouver Figaret, Café Coton, Pylone, qui sont des retailers, qui ont des dizaines de boutiques physiques, qui ont digitalisé leurs ventes sur la plateforme PrestaShop. Autre type d'entreprise qui utilise PrestaShop, ça va être des marques qui sont dans une logique direct-to-consumer. Si on prend Magimix, B.A.B.A, Waterman, c'est Smeg, c'est autant de marques qui sont entrées en ligne sur PrestaShop. Donc là, on parle aussi d'omnicanalité pour elles, potentiellement en ligne,
parce que grâce à PrestaShop, qui va être leur cockpit, elles vont pouvoir développer leur propre site, mais aussi vendre sur des marketplaces, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis on a également des acteurs B2B, dans la robinetterie, dans le CHR, donc pour équiper les cafés, hôtels, restaurants, sur l'automobile, etc. On va avoir des acteurs qui sont très intéressants sur ces parties-là. Je pense à All4Jet, je pense à Édouard Rousseau. On a aussi historiquement les plus grandes DNVB, donc ces marques qui sont lancées directement en ligne sur PrestaShop. Citer le slip français, mais on va retrouver Easy Peasy, Monsieur Moustache, Fago, qui utilisent PrestaShop aujourd'hui. On en est très fiers. Et effectivement, l'exemple de Carrefour, il est révélateur dans le sens où des grands groupes, sur des logiques d'agilité pour pouvoir lancer plus rapidement et avec aussi un prix, un investissement qui reste compétitif, la possibilité de développer des sites marchands sur PrestaShop. Le cas de Carrefour, là, maintenant, c'est plus seulement le jardin, c'est toute la partie non-alimentaire de Carrefour qui est sur PrestaShop, shopping.carrefour.fr. On a aussi Decathlon dans près de 30 pays dans le monde, au Canada, en Indonésie, au Maroc, au Mexique, qui s'est développé, d'abord en e-commerce d'ailleurs, sur PrestaShop, et qui utilise toujours. Et donc comme ça, on a des beaux sites à l'international de grands groupes français. Et alors, ça m'interpelle, puisque c'est quoi finalement l'accompagnement? C'est quoi la singularité de PrestaShop pour ce genre d'acteurs, de retailers déjà installés, avec un business qui tourne dans le monde physique par exemple, ou de marques qui veulent faire du D2C parce qu'elles ont pigé qu'il fallait se tourner directement vers les consommateurs. Il y a un écosystème, je disais, finalement il y a des fonctions natives dans PrestaShop, mais il y a un ensemble d'add-ons qui viennent compléter la proposition de valeur. Tu peux nous en dire un peu plus ? Exactement. Donc déjà, vous avez une base logicielle avec plus de 500 fonctionnalités qui est très riche, qui permet de porter différents use cases e-commerce et qui va être complété par un écosystème d'add-ons, de modules et de thèmes qui vont vous permettre de développer de nouvelles expériences, d'intégrer des solutions de paiement, d'avoir des designs particuliers. Et donc là, on en a plus de 7000 sur notre marketplace qui sont proposés aux marchands. Et parmi ces solutions, on a aussi sélectionné des partenaires technologiques qui vont donc accompagner les marchands dans leurs problématiques de paiement, notamment à l'international, de paiement de spécialité. Maintenant, il y a le paiement en plusieurs fois qui est accessible à tous les marchands grâce à des acteurs fintech de premier plan et qui se développent en Europe. On va avoir là, tu peux le citer, parce que je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Donc on a sur ces sujets, on est en partenariat avec Alma, avec Honey, avec Klarna. PayPal vient de lancer aussi le paiement en plusieurs fois. Sur la partie logistique, ça va être évidemment les différentes solutions logistiques classiques, l'Express, le colis. On a Chronopost, Colissimo, je parle de la France, mais on a aussi ces exemples en local. Donc, je vais vous parler de Correos Express, je vais vous parler d'Hermès en Allemagne, de Posta Italiane en Italie, de Bipost en Belgique. C'est ça qu'on offre en fait à travers cet écosystème multilocal. C'est ces exemples-là. Et puis par ailleurs, on a des partenariats forts avec Facebook, avec Google aussi, pour que les marchands puissent développer leur stratégie de marketing payant de manière facilitée, et puis engagée avec de la visibilité sur les réseaux sociaux et la possibilité de communiquer, notamment via Messenger par exemple. Alors, merci pour cet éclairage. Et je repose la question que je voulais te poser tout à l'heure, qui est autour de l'omnicanalité, du commerce unifié. Finalement, les canaux de distribution qui se rejoignent et les expériences d'achat qui sont complémentaires en fonction des canaux. On commence sur le web, sur son téléphone, et puis on le poursuit en magasin. Et parfois, c'est l'inverse. Comment, vous, chez Presta, vous vous positionnez sur ces questions-là ? On a justement cette vision de devenir la plateforme commerce de référence pour la croissance des entreprises dans le monde. Ça veut dire qu'on est en train de faire évoluer notre proposition de valeur de plateforme e-commerce first à plateforme commerce. Et c'est tout un chemin, c'est une vision sur le temps moyen et long, mais c'est pour ça que j'évoquais le fait que l'année prochaine, on lancera notre édition Click & Mortar,
pour développer ces use cases. On peut déjà le faire sur PrestaShop. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'était intéressant, pendant le deuxième confinement, on a vu une croissance très forte de l'équipement des marchands sur des fonctionnalités click and collect. Un use case intéressant de l'omnicanalité. Mais il y a aussi des sujets de retrait en magasin. Qui vont se poser. Il y a aussi des use cases qui sont apportés par les programmes de fidélité. Et donc, en fonction des sujets, on va le traiter à travers le logiciel en lui-même ou à travers notre écosystème de partenaires spécialisés sur ces problématiques. Concrètement, tu as en tête un exemple de client déjà qui a ces problématiques que vous suivez, que tu as en tête. Tu peux illustrer un peu par des cas? On a sur le click and collect, oui, par exemple, on va avoir le slip français qui s'est beaucoup développé sur la problématique. On a aussi différents marchands qui sont plus locaux, qui ont développé ça. Je pense par exemple au Taré du Vrac. Sont des commerçants à Toulouse, des commerçantes qui ont développé le click and collect pour aller chercher justement leurs céréales et noix en vrac directement en boutique. On a le cas aussi sur des sujets chez des chocolatiers. Je pense à l'atelier du chocolat. Donc on a cette problématique qui se développe fortement. Mais l'omnicanal, ça va beaucoup plus loin que ça. Et là, aujourd'hui, en fait, la conviction qu'on a chez PrestaShop, c'est que finalement, aucune solution n'est parfaite concernant le sujet omnicanal, et qu'aujourd'hui, c'est d'abord les marchands qui développent sur la base de leurs solutions ces use cases avec différents acteurs. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir apporter à ces marchands, à ces PME, à ces ETI, une solution beaucoup plus intégrée qui leur permette de déployer leur stratégie omnicanal. Très bien, justement, super transition avec la question que j'évoquais en introduction, un peu des réouvertures. C'est quoi le commerce de demain? Alors, c'est un peu la question bateau qui est toujours un peu difficile à répondre. Je sais que tu fais partie d'un panel, d'un baromètre, que tu as des données. Pour répondre peut-être un peu à cette question-là, c'est quoi le commerce de demain? Est-ce que tu peux appuyer ta réponse sur des éléments du baromètre, justement? Effectivement, le baromètre il met en évidence que la prise de conscience des entreprises quant à l'impact du digital sur leur croissance s'est accélérée. Aujourd'hui, on a 7 entreprises sur 10 qui répondent que justement le digital a un impact positif sur leur business et sur leur croissance. Mais ce qui est intéressant, c'est de creuser. Et de voir qu'on a encore 30% des entreprises qui ne sont pas équipées en site internet, je ne parle même pas d'e-commerce, et on a 70% des entreprises qui ne sont pas équipées de sites marchands ou qui ne vendent pas sur des marketplaces. Et donc, il y a une prise de conscience qui s'est accélérée. En revanche, l'action, elle n'est pas encore là pour la majorité de ces entreprises. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et donc, notre conviction, c'est que la reprise de l'économie française, dans un contexte post-crise, et on en voit un peu les soubresauts même dès aujourd'hui, elle se fera via la digitalisation de leurs ventes et de leurs process. Et quand on regarde ces chiffres, on se rend compte qu'on est en retard par rapport à d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, et que ça fait partie des enjeux clés pour nos PME et nos ETI. Et ce n'est pas seulement la digitalisation pour permettre une expérience en couture à leurs clients, qui est quand même un élément prépondérant à garder en tête, pour garder justement ce contact avec ses clients. C'est aussi la possibilité d'atteindre une échelle nationale et internationale. Je parlais du multilocal, partir à l'étranger avec le e-commerce, c'est ce qu'a fait Decathlon là, dans 30 pays, je citais l'exemple avec PrestaShop. C'est d'une certaine manière beaucoup plus facile. Et donc le digital, c'est d'une part pour être résilient, et on l'a vu pendant le contexte Covid, mais aussi pour la reprise, avec un vrai sujet de compétitivité et d'esprit de conquête
pour les entreprises. Et je pense notamment aux PME et ETI qui sont parfois un peu en retard. Et pour celles qui ont passé le pas aussi, ont besoin d'aller un cran plus loin dans la prise de conscience que et c'est aussi ce que démontre le baromètre, que l'omnicanal, ou plutôt le canal digital, n'est plus à opposer avec les boutiques physiques. Et là, on a aussi vu dans le baromètre par rapport à 2019 une vraie évolution où on avait en 2019 à peu près la moitié des entreprises qui considéraient que le canal digital n'était pas concurrent des boutiques physiques. Maintenant, on en a près de 2/3. Ça va dans le bon sens, mais je pense que c'est le deuxième enjeu. Donc, il y a un premier enjeu de digitalisation et ensuite aussi d'intégration d'une logique omnicanal par ailleurs. Et tout ça pour la reprise économique, avec également en ligne de mire la conquête à l'international qui peut se faire via le digital. Alors tu prêches un convaincu sur l'international, tu le sais ou tu le sais pas, mais moi j'ai passé quand même pas mal d'années à embarquer les e-commerçants dans leur dimension cross-border. Je suis bien convaincu par ce que tu dis. Quand je t'entends parler de ces convictions, de la digitalisation, on peut qu'être d'accord. Cependant, tu notes, et tu le dis en préambule de ton propos, que la France est en retard par rapport aux Allemands et aux Anglais. Est-ce que tu arrives à identifier les raisons de ce retard ? On a différents freins. Alors, le premier frein qui est en train d'être levé, c'était la prise de conscience au niveau de la direction générale des entreprises. Et là, on voit de plus en plus d'entreprises qui sont dans cette démarche de digitalisation. Il y a eu 11% de sites en plus l'année dernière en France, c'est ce que reportait la FEVAD. Sur PrestaShop, dans le monde, on a eu 120 000 créations de nouvelles boutiques l'année dernière. Et avec une accélération à plusieurs dizaines de milliers en France. Et donc on voit qu'il y a cette prise de conscience, je dirais, elle est faite. Je pense que Covid et la crise sanitaire a permis d'accélérer ça. Maintenant, il y a encore des freins. Il y a des freins sur des sujets de compétences. Donc c'est pour ça que c'est important d'investir dans la formation, et ça fait partie des propositions du gouvernement, enfin même des actions qui ont été lancées par le secrétaire d'État Haut. On a également un sujet d'outillage. C'est quels sont les bons outils par rapport à mes enjeux. Et selon les entreprises, les enjeux sont différents. Il faut se le dire. Et le dernier point, c'est que ça a un coût. Oui, ça a un coût. C'est pas gratuit. Où le système de gratuité est toujours le pendant de la quête de données par certains acteurs, hein, qu'on se le dise aussi. Donc aujourd'hui, le digital est un sujet d'investissement. Et donc, on a besoin aussi de mettre en place l'écosystème pour financer ces développements. D'une certaine manière, le paiement en plusieurs fois, une sorte d'affacturage B2C, donc c'est une première piste. Il y a beaucoup aussi d'acteurs qui se positionnent sur ce qu'on appelle le Merchant Cash Advance, finalement le financement du BFR, donc des campagnes marketing, des stocks, éventuellement aussi d'autres postes, par des prêts court terme qui vont être remboursés sur les ventes. Logique aussi de prêts court terme accélérés qui se développent. Mais l'objectif, par rapport à l'enjeu, hein, on parle quand même de 70% des entreprises en France qui n'ont pas, je parle des PME, qui n'ont pas de site marchand. C'est comment notre système bancaire, comment la BPI aussi, aide ces marchands à se digitaliser, à investir dans leurs actifs digitaux, tout comme on peut les aider encore aujourd'hui à investir dans des actifs physiques, que ce soit des fonds de commerce, des pas de porte, etc. Et donc c'est ça aussi qui va être un exercice plutôt de moyen ou long terme, mais je prends mon bâton et on est plusieurs à être engagés dans cette dynamique. Et donc les actions avec des financements de quelques centaines ou quelques milliers d'euros, c'est un début. Ça concerne aussi peut-être les besoins et les enjeux d'une certaine typologie de commerçants. Mais quand on va parler à des PME, à des ETI ou même à des grands groupes, les sujets de financement de leurs actifs digitaux, c'est bien plus que ces montants. Et là, on a besoin d'avoir un bras de financement beaucoup plus musclé pour pouvoir les accompagner et réduire ce retard. Ce que je comprends, c'est que les choses changent, s'accélèrent. La reprise va peut-être permettre une remise à niveau par rapport à nos compétiteurs européens. Vous êtes bien placé chez PrestaShop pour le voir, puisqu'il y a une présence européenne, donc vous avez des vrais insights pour pouvoir porter ce genre de commentaires.
Alexandre, je voudrais vraiment sincèrement te remercier pour la qualité de cet échange. Tu nous as apporté beaucoup de données, beaucoup de valeurs dans tes propos. Hein. On a pu voir le consommateur et tu as pu nous donner un peu les tendances consommateurs, marché, les vendeurs, un peu comment ils évoluent. On est revenu sur la proposition de valeur de Presta et on a redéfini son contour peut-être parce qu'on avait des éléments de connaissance peut-être un peu anciens, mais vraiment une proposition de valeur aujourd'hui qui est très axée sur les PME et les ETI et puis cette ouverture sur le marché de demain, finalement les évolutions, les enjeux pour l'ensemble de ces acteurs économiques. On vient de les définir avec acuité. Merci beaucoup pour cet échange. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de mes auditeurs qui, semaine après semaine, écoutent et suivent le podcast. Alexandre, merci. À très bientôt. Merci Cyril.